Bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et bienvenue au mardi de Stu. Stu, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, comment allez-vous, Dave? Je vais bien. Je suis un peu fatigué, je dois dire. Beaucoup de pelletage de neige cette semaine. Oui, c'est dur pour les avant-bras. On se sent comme Popeye le marin avec ses gros avant-bras à force de soulever la neige. C'est vrai, et quand je deviens grand et musclé comme ça, j'enfile mon chandail du Canada et je cherche à me battre avec quelqu'un. Vous êtes prêts, Stu? Oui, c'est vrai, l'émission a commencé il y a tout juste 9 secondes. Oui, les responsables du marketing nous demandent de ne pas parler pour rien, trop de préambule. Alors, comme pour un match de hockey, on va se battre après les 9 premières secondes et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Et comme nous avons sauté la semaine dernière, nous avons pensé faire de cette semaine un ragoût de l'investissement. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore l'émission, le ragoût d'investissement ou Investment Stew est notre occasion de couvrir tout un tas de sujets. Nous allons dans tous les sens et c'est vrai depuis le dernier mois, j'ai eu l'impression d'aller dans tous les sens, de faire des allers-retours et plus particulièrement au cours des 2 dernières semaines, parce qu'il y a tellement de nouvelles, il est difficile de s'y retrouver. Oui, ça fait beaucoup. Entre les actions des gouvernements et les rapports des entreprises, les indices, quant à eux, n'ont pas tant bougé, malgré la quantité de nouvelles, bien qu'il y ait certainement eu de l'action sous la surface. Les rendements obligataires se sont légèrement redressés, malgré une inflation un peu plus élevée que prévu. Mais après avoir augmenté dans la journée, ils reviennent rapidement à leur niveau initial. Cela nous laisse avec l'idée que les rendements obligataires sont dans une position pas si mauvaise que ça, après tout, relativement parlant, étant donné l'inflation prévue. Et les rendements réels ne sont pas mauvais, tout bien considéré. Et puis oui, le marché des actions a connu des hauts et des bas. En tant que gestionnaire de portefeuille avec tout ce qui se passe, comme on l'a souvent dit d'ailleurs. Vous examinez votre portefeuille action par action. Que voyez-vous? Y a-t-il un thème qui se dégage? Parce qu'il semble que nous soyons à l'aube de quelque chose. Nous y reviendrons, mais parlez-nous d'abord de l'analyse titre par titre. Oui, il s'agit d'une situation où l'on examine son portefeuille titre par titre. Parfois, cela se présente sous une forme thématique et il y a un regroupement d'actions. Mais l'une des choses que j'aime faire, notamment durant un long week-end, c'est d'examiner des centaines d'actions américaines, des centaines d'entreprises canadiennes, et de les faire passer dans ma machine à graphique, si je puis dire. Je les examine sur une base hebdomadaire ou mensuelle, sur une longue période, pour voir si elles sont au-dessus de leur moyenne mobile. Y a-t-il un changement de dynamique qui se dessine? Cela vous donne une idée de la situation? Dans quelle fourchette se retrouve-t-elle? Nous avons un jeu qui s'appelle le graphique mystère. Vous cachez le symbole de l'entreprise, vous regardez le graphique et vous vous demandez si c'est intéressant ou non. Et vous devez donner votre réponse. Ensuite, vous redécouvrez le symbole. J'ai un excellent ami technicien avec qui nous jouons. L'autre chose, nous les examinons dans l'absolu, mais aussi nous les comparons à l'indice pour savoir si ces actions participent à son évolution. Vont-elles en s'améliorant? Se portent-elles moins bien? Vous avez donc toujours vos scénarios fondamentaux sur lesquels vous travaillez. Vous pensez avoir construit un portefeuille rempli d'actions qui ont un grand nombre d'options positives, des choses qui pourraient arriver à ces entreprises et qui seraient favorables. Ensuite, vous regardez les graphiques et vous vous demandez s'ils soutiennent généralement ce que je pense d'un point de vue fondamental. À l'issue de cet exercice, nous sommes assez satisfaits des éléments auxquels nous sommes exposés. Vous êtes toujours à l'affût de ces changements de tendance et des actions qui sortent de longues périodes de prix inchangés, car c'est un signe que le marché boursier est en train de flairer la même chose que vous, au fond.
C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises. Les fluctuations au quotidien sont intéressantes, mais lorsque nous faisons cela, nous les examinons sur une base hebdomadaire et mensuelle. Lors de notre première émission de l'année, Stu, alors que nous nous penchions sur 2025, nous avons parlé du Canada et de cette idée, j'en ai parlé avec plusieurs invités sur ce plateau d'ailleurs, de même qu'avec les clients lors de mes différentes présentations, que nous arrivions à un pic de pessimisme au Canada. On pourrait dire la même chose de l'Europe, on pourrait dire la même chose des marchés émergents. En fait, on pourrait dire la même chose d'à peu près n'importe quoi quand on le compare aux États-Unis. On en arrive à un point où l'on se dit que les mauvaises nouvelles ne peuvent plus être aussi pires. En fait, les mauvaises nouvelles sont même des signes d'amélioration. Je suis peut-être négatif, mais mon négativisme le devient de moins en moins, pour ainsi dire, et vous avez cette espèce de sentiment. Je sais que vous n'agissez pas sur la base d'un quelconque sentiment, vous ressentez peut-être quelque chose, mais cela vous vient de votre expérience. Vous allez d'abord tenter de quantifier ou de mesurer ce sentiment avant d'agir en conséquence. Oui, c'est une bonne façon de présenter les choses. Il y a toujours un point de vue fondamental sur les ingrédients qui sont nécessaires à une tendance haussière durable du prix d'un actif. Ce que nous savons cependant, c'est que ce n'est pas le début de la fin, mais la fin du début, si on peut dire. Nous savons qu'il y a toujours plusieurs actes dans n'importe quelle histoire. Pour commencer le deuxième acte, il faut les ingrédients. Il faut pouvoir définir ce qui est en train de se passer. Mais normalement, sur les marchés financiers, la fin du premier acte ne se produit pas en présence de ces ingrédients. On est donc toujours à la recherche de signaux comportementaux au sommet. Et lorsque l'on observe certains des grands mouvements, comme la force du dollar américain, l'exceptionnalisme américain, la surperformance des marchés boursiers et des actifs américains, même si l'on ne peut pas immédiatement affirmer que tous les autres pays sont sur le point de prendre la balle au bond, il semble que la situation soit sur le point d'être plus neutre. C'est ce que je veux dire en parlant de la fin du début sans nécessairement être le début de la fin, qui serait le transfert de force de l'un à l'autre. Ainsi qu'il s'agisse de l'euro, de la livre sterling ou même du dollar canadien, dans une certaine mesure, ces marchés par rapport aux États-Unis étaient dans des tendances baissières soutenues et présentaient les ingrédients d'une liquidation. La première chose qui se produit dans un marché survendu, c'est qu'on lève le pied, pour ainsi dire, et que le marché commence à se redresser et qu'on se dit qu'il en sort tout juste de cette période de survente. Puis la chose suivante qui se produit, c'est que le marché commence à aller un peu plus loin que ce que l'on pourrait croire. C'est intéressant, hein? Y a-t-il un changement de thème en cours? Et même si pour l'instant vous ne pouvez pas le voir concrètement, vous pouvez l'imaginer. Si vous vouliez l'imaginer, vous diriez que la politique fiscale est sur le point d'être plus expansive ailleurs dans le monde qu'elle ne l'a été en Europe, au Canada et ailleurs. Et la politique fiscale a été très expansive aux États-Unis, et elle le sera peut-être un peu moins. Une politique budgétaire ne crée donc pas en soi une croissance durable à long terme, mais elle peut affecter la croissance à la marge à court terme. Les gens se disent alors que certains marchés non américains peuvent peut-être profiter un peu de l'action un peu plus stimulante des gouvernements. Dans la situation actuelle, on arrive à imaginer la suite. Elle nous dit que c'est ainsi que le transfert aura lieu, et si vous avez raison, vous vous dites que c'est le début.
Je ne sais pas si cela se produit immédiatement ou non, mais il y a certainement ces ingrédients qui expliquent comment le transfert de la force relative, pour ainsi dire, peut avoir lieu. Oui, nous parlons de valorisation. Nous avons beaucoup parlé des États-Unis, qui se portent si bien du point de vue du marché. La monnaie a été très forte pendant plusieurs années. Elle a chuté, mais elle est repartie à la hausse après les élections. Et puis, il y a tous ces autres marchés qui sont relativement bons marchés. C'est très bien quand on peut les identifier, mais ce qui est plus important encore, ou ce qui serait plus utile, c'est de comprendre le timing. Si je suis un investisseur moyen, ce n'est pas ce que je veux essayer de faire. Si je peux identifier un titre bon marché, je fais preuve de discipline, je l'achète à un prix inférieur et je le conserve jusqu'à ce qu'il soit valorisé à sa juste valeur. Et en fin de compte, si je fais cela de manière cohérente année après année, je serai en mesure de générer de bons rendements. Mais la politique fiscale peut être l'un des éléments qui crée ce changement de dynamique. Je parle toujours de l'impact de la politique fiscale sur l'économie par rapport à celui de la politique monétaire. La politique fiscale, c'est un peu comme un feu de camp que vous essayez d'allumer. C'est une économie à croissance lente, on pourrait dire. Le feu prend tout son temps à s'allumer, alors vous perdez patience, alors vous décidez d'y jeter un peu d'essence et le feu s'embrase. L'effet est instantané et cela lui donne l'étincelle nécessaire pour continuer. Pour ce qui est de la politique monétaire, nous restons là à souffler pour essayer de faire monter le feu. Mais parfois, ce petit coup de pouce fiscal peut aider, et encore une fois, sur une base relative, cela change les choses. Oui, c'est vrai, c'est certainement possible. Mais l'autre chose, lorsque vous regardez les marchés mondiaux, je pense que la composition peut être un peu différente. La technologie est une composante importante du S&P 500. Les valeurs financières ont tendance à être une composante plus importante des marchés non américains et les valeurs financières ont été vraiment très fortes. Tout d'un coup, on se retrouve avec un certain leadership. Le secteur financier mondial a traversé une période difficile au cours du second semestre 2024, mais il s'est maintenu une fois qu'il s'est dégagé. Il a finalement atteint le niveau qu'il avait connu avant la crise financière. Cela a pris beaucoup de temps, disons. Vous parlez de 2007 et 2008, c'est ça? Oui, exact. Certains spécialistes du marché établissent un parallèle avec l'époque où la technologie a atteint un sommet en 2000 et où il a fallu attendre 12 ou 15 ans avant qu'elle n'atteigne un nouveau sommet. Et une fois qu'elle a atteint un nouveau sommet, elle a continué pendant un certain temps. Ainsi, ce qui fait progresser un titre financier, c'est peut-être des taux d'intérêt légèrement plus élevés, de meilleures marges d'intérêt nettes, la perspective d'une croissance des prêts, d'une consolidation, de changements dans la réglementation, toutes sortes de choses. Et ce secteur est largement représenté en dehors des États-Unis, relativement parlant. Et les valeurs financières de l'indice S&P ont également été assez bonnes. La combinaison de tout cela, avec peut-être des changements ou des discussions sur la croissance relative à venir, et nous avons vu ce mouvement dans la mesure où, comme vous l'avez mentionné, il ne s'agit pas seulement d'une poussée. Nous verrons bien, mais pour l'instant, les ingrédients commencent à se mettre en place. Oui, c'est vrai. Nous avons parlé, encore une fois, de l'idée que les États-Unis, en particulier la partie technologique du marché américain, et même plus étroitement que cela, en se limitant à 7 titres, il y en a probablement un peu plus que cela, mais ces 7 magnifiques ont fait le gros du travail et ont réalisé des performances incroyables. Ensuite, vous regardez le reste du monde avec des valeurs raisonnables. Il ne s'agit pas de vendre tout ce que l'on détient aux États-Unis. Mais même si je me contente de conserver mes positions d'il y a 5 ans, c'est-à-dire mon poids cible aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie et sur les marchés émergents,
Disons que je me projette 5 ans en avant. Si je n'ai rien fait, ma pondération aux États-Unis est nettement plus élevée et les autres titres ont reculé alors qu'ils ont une meilleure valorisation. J'ai donc réduit une partie de ma pondération en actions américaines et je l'ai ajoutée aux autres parce qu'à un moment donné ou à un autre, cette rotation se produira. Cela a toujours été le cas. Ce qui me préoccupe, et je le dis à mes clients, c'est qu'il y a trop de positivité autour des États-Unis. Une fois de plus, on arrive à ce pic d'enthousiasme ou presque à un excès d'enthousiasme autour d'un marché et d'une partie du marché. C'est alors que l'on commence à s'inquiéter. Contrairement à notre pic de pessimisme aux États-Unis, où les plus récentes mauvaises nouvelles sont en fait un peu meilleures que les anciennes, tout d'un coup, les bonnes nouvelles sont toujours là, mais elles ne sont pas aussi bonnes que les précédentes. Et c'est l'inverse qui se produit à l'extrémité supérieure. Et là encore, c'est ainsi que les choses commencent à se dérouler, et avant que l'on s'en rende compte, on assiste à un changement complet de direction. Et ces changements ont tendance à durer un certain temps. Vous soulevez un point important. Nous avons parlé beaucoup de valorisation et certaines choses restent chères pendant de longues périodes, d'autres restent bon marché pendant de longues périodes. Mais le rôle de la valorisation est de déterminer dans quelle mesure la certitude de votre point de vue doit persister. Plus le prix que vous avez payé est élevé, plus les bonnes nouvelles doivent durer longtemps. En fait, les bonnes nouvelles doivent même être légèrement meilleures que ce que vous espériez. En revanche, si vous avez une valorisation plus faible, vous traversez des périodes où les nouvelles ne sont pas très bonnes et où les gens se demandent pourquoi l'action ne baisse pas, et vous répondez que cela a déjà été pris en compte dans une certaine mesure. C'est la valorisation qui a fait le plus dur pour vous lorsqu'elle est faible. C'est la règle 101 de Warren Buffett. Plus la valorisation est élevée, plus vous payez pour le succès du titre, et vice-versa. Et dans un contexte où je sais que de nombreux investisseurs sont préoccupés par la volatilité, des valorisations plus faibles permettent également de réduire la volatilité. Je suis sûr que vos auditeurs ont déjà acheté quelque chose en solde en sachant que cela valait vraiment la peine. Et puis ils le voient en vente un peu plus cher, ils voient le prix grimper et ils se disent ça ne me dérange pas vraiment parce que je sais que j'ai un tas d'articles en stock à un très bon prix. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette valeur ne soit révélée. C'est la même chose que de trouver une valorisation raisonnable sur le marché boursier. Oui, et on a l'impression que les choses sont en train de changer. Nous devrions également mentionner que l'Europe a connu un début d'année tout à fait phénoménal. Nous avons reçu Dave Lambert en début d'année et il était très optimiste quant à l'avenir de l'Europe. Nous avons également reçu Sarah et Irene qui nous ont parlé du Canada. Et c'est la même idée que l'on arrive à un point où les mauvaises nouvelles sont intégrées et où l'on n'a pas besoin de grand-chose pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Si je regarde les nouvelles du mois dernier, je n'entends rien de positif sur ce qui se passe en Europe, ou très peu. Je vois des problèmes politiques, les tarifs douaniers américains, que nous subissons au Canada aussi, les mêmes problèmes là-bas. Les conflits militaires. Je ne me sens pas si bien à propos de l'Europe et pourtant, les actions progressent plus vite qu'on ne le croirait. Oui, je pense que c'est exact et nous parlons beaucoup de la bifurcation du marché boursier américain. L'action américaine moyenne n'est pas très différente de ce que vous venez d'évoquer. Simplement, pour boucler la boucle, je suis en train de passer en revue un tas de graphiques. Je regardais une compagnie d'assurance américaine avec une activité d'assurance dommages. Elle a été très performante à long terme et s'est consolidée pendant un certain temps. Elle semble commencer à réaccélérer. Les prévisions de bénéfices sont assez bonnes. La valorisation se situe dans la fourchette normale des 5 à 7 dernières années. Si les valorisations sont correctes, les investisseurs profitent alors de la croissance des bénéfices. C'est une caractéristique très importante.
Et vous mentionnez cette valeur à long terme. Je voulais relier cela à un autre sujet dont je parle souvent dans mes présentations aux investisseurs, et c'est celui du cycle de l'information. Et le cycle de l'information est très bruyant en ce moment. Il est très rapide également. Les choses vous tombent dessus de part et d'autre. L'une des choses les plus étonnantes, Stu, et j'aimerais parfois que vous m'accompagniez sur la route, ça vous plairait, j'en suis certain. J'entre en scène au pas de la musique du centenaire du Canada. Alors, je porte ma fleur rouge. Bon, je ne vais pas porter mon maillot rouge de l'équipe canadienne, bien que cette semaine, ce serait tout à fait indiqué. Mais la façon dont les Canadiens réagissent émotionnellement en ce moment, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas vu souvent. C'est quelque chose de très particulier en ce moment. Bien sûr, oui, on s'enthousiasme pour notre équipe de hockey aux Jeux olympiques, mais historiquement, je ne me souviens pas que les Canadiens se soient sentis aussi blessés par leurs bons voisins. On a tous fait l'expérience dans la vie, un bon ami vous blesse, vous fait du mal, vous dit quelque chose que vous n'aimez pas, et vous ne comprenez pas pourquoi. Je croyais que tu étais mon ami. Alors le sentiment de patriotisme revient au galop. Je n'ai qu'à dire un mot sur le Canada et tout le monde se met à applaudir. Et croyez-moi, tout ça n'arrive pas si souvent dans mes présentations économiques. C'est un sentiment vraiment intéressant. Et je pense que nous assistons à une sorte de paralysie. Beaucoup de gens sont inertes en ce moment et se concentrent plutôt sur ce qui se passe dans les nouvelles, sur ce qui se passe dans ce cycle d'information continue qui ne cesse de tourner et qui ne tient pas compte de ce qui fait grimper les actions au départ, ou encore de la raison pour laquelle vous investissez. Vous pensez qu'il est mieux d'épargner, mais en épargnant, vous atteignez à peine le seuil de rentabilité, et puis l'inflation vous ronge et les impôts aussi, et vous finissez par perdre du terrain en termes de constitution de patrimoine. Tandis que d'investir dans les actions, peut-être pas dans les 6 prochains mois, peut-être pas dans les prochaines années, mais si je détiens ces actions sur une longue période, historiquement, elles augmentent bien plus vite que l'inflation. C'est pour ça qu'il faut investir. Et quoi que l'on dise aujourd'hui dans les journaux, dans 30 ans, vous regarderez ce dans quoi vous avez investi aujourd'hui. Vous ne vous souviendrez peut-être même pas de ce que vous avez acheté ce jour-là, mais vous regarderez votre portefeuille et vous vous direz qu'il est bien plus élevé qu'il y a 30 ans. Et au fait, qu'est-ce qui faisait la une des journaux à l'époque? Je ne me souviens vaguement de discussions sur les tarifs douaniers. Et je sais que c'est ainsi que vous envisagez l'investissement. Il est évident qu'en raison de votre profession, vous êtes tous les jours sur le terrain et que vous examinez des actions et des entreprises individuelles, mais dans l'ensemble, vous possédez des actions à long terme et vous profitez de la croissance de ces entreprises à long terme. Et c'est ce qui compte, pas ce qui fait l'actualité d'un jour à l'autre. C'est tout à fait exact, et même au milieu de nouvelles difficiles, on se demande toujours ce que l'on va faire, quelle est la prochaine étape. Et les bonnes équipes de gestion, les bonnes entreprises ont une idée de ce qu'il faut faire ensuite, et elles s'y attellent. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la réaction de nombreux Canadiens. L'autre chose qui a été formidable à observer, c'est qu'il faut saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et c'est peut-être là que réside la véritable surprise. Qui sait, l'avenir nous le dira, mais cela aussi a été une excellente réponse pour beaucoup de nos chefs d'entreprise. Espérons que nous aurons ce petit coup de pouce, cette petite poussée d'énergie qui nous permettra de remporter une grande victoire ce jeudi soir, Stu. Vous allez regarder le match? Oui, mais je suis plutôt un spectateur nerveux. Je pense que je ne vais m'en tenir qu'à la troisième période. Comme je ne peux pas faire beaucoup d'analyse de scénario, que je dois m'asseoir et regarder les bras croisés, ce n'est pas ce que je préfère, disons.
Le match s'annonce passionnant et le ragoût de l'investissement l'a été tout autant. Nous avons abordé toute une série de sujets. Je sais que les gens sont probablement fatigués de m'entendre répéter cela à cette émission. Mais l'une des choses que j'aime avec les gens comme Stu et d'autres qui investissent pour vivre, c'est la façon dont ils retirent l'émotion de leur prise de décision. Ils peuvent bien avoir une réaction, un sentiment, comme nous l'avons dit plus tôt, mais cela les amène simplement à creuser plus profondément dans les chiffres, dans l'analyse, et ensuite ils prennent une profonde respiration avant de prendre la décision qui s'impose. Si nous faisons cela en tant qu'investisseurs, nos résultats s'en trouveront grandement améliorés au fil du temps. Au fur et à mesure que nous apprenons, nous comprenons mieux ce que nous devrions analyser, ce que nous devrions regarder, et cette émission, je l'espère, vous y aidera. Mais cette gestion des émotions, cette cohérence est la marque de fabrique d'un investisseur professionnel, et c'est ce que nous voulons tous devenir. Super, Dave. Bonne chance pour vos présentations cette semaine et votre séjour à Vancouver. Vous de même, Stu. Espérons que nos hockeyeurs seront au top de leur forme. À bientôt. Merci. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.